Grande nouvelle les amis, Métamorphose lance son site internet et sa newsletter, de quoi rocker encore plus les consciences. Sur notre nouveau site www.metamorphosepodcast.com, découvrez tout l'univers Métamorphose avec notre belle tribu, la possibilité de s'inscrire facilement pour participer à nos conférences, ateliers ou encore notre petite boutique avec quelques objets inspirants et utiles sur le chemin de l'éveil des consciences. C'est aussi l'endroit où vous retrouverez bien évidemment tous nos podcasts et séries exclusives afin de vous abonner gratuitement et de ne manquer aucun nouveau podcast. Vous pourrez aussi vous inscrire à notre newsletter afin de ne manquer aucune de nos actualités. Alors pour tout découvrir, rendez-vous tout de suite sur www.metamorphosepodcast.com. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. On s'aime tous très fort et pourtant, ça crie dans tous les sens à la maison. Pique, pétage de plomb, énervement, insultes, même dans les familles où tout va bien parfois, ça va mal. Une journée harassante au travail, des tensions dans le couple, une adolescence difficile et ça dérape. Aux explosions suivent les réconciliations et on se dit que tout ça n'est pas si grave, que c'est dans toutes les familles pareil, que les disputes ça fait partie de la vie après tout. Seulement voilà, n'aspirons-nous pas à un quotidien plus harmonieux et nourrissant avec nos proches ? Mon invitée est psychologue clinicienne, spécialiste de la thérapie familiale et systémique et de l'accompagnement des enfants et des adolescents. Elle nous propose de nous pencher sur notre quotidien pour découvrir là où la violence peut s'immiscer de manière insidieuse dans nos foyers et comment faire pour la prévenir et même la guérir. Alors qu'est-ce que l'explosivité ? Comment se manifeste-t-elle au sein de la famille ? Comment y faire face ? Trouver des solutions créatives pour désamorcer les conflits et apaiser les rapports familiaux. Bonjour à toutes et à tous, et je suis ravie d'accueillir Liane d'Alexandrie dans Métamorphose. Bonjour. Bonjour Anne. Alors ravie, c'est vrai que votre livre a emballé la rédaction de Métamorphose, je dois dire, parce que c'est pas courant, en fait, ce sujet. Et du coup, j'avais envie de vous poser cette question. Alors, vous publiez ce livre chez Payot, intitulé « Les familles explosives ». Qu'est-ce qu'une famille explosive, déjà ? D'où ça vient ? Et comment est-ce que vous avez eu, je dirais, cette appétence, ou en tout cas cette expertise sur ce sujet ? D'accord. Ça fait beaucoup de questions en une. Non, alors, on va y arriver. Voilà, on va y arriver. D'où ça vient, déjà, les familles explosives ? Alors, d'abord, c'était... moi, j'ai un cabinet depuis très longtemps. Je reçois pas mal d'enfants et d'adolescents. C'est le cœur de ma pratique. Et bien entendu, quand on reçoit des enfants, enfin, moi, dans ma pratique, en tout cas, je reçois les familles avec. Ils sont pas tout le temps là, mais ça fait partie du processus. J'intègre les parents, s'il faut la famille élargie. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une problématique qui revenait assez souvent sur des familles où, a priori, tout devrait aller bien. Et en fait, ça se passe très très mal. Et ce mal-être, en fait, ce sont des disputes, des conflits, des difficultés à vivre ensemble, alors qu'à la base, ce sont des familles qui sont normales et qui vont très bien. Donc, l'idée est un peu partie de là. Et du coup, j'ai développé ce concept d'explosivité pour expliquer ce qui se passait à ce niveau-là. D'accord, donc il vient de vous, c'est vous qui l'avez conçu. Oui, tout à fait. Ce terme d'explosivité, les familles explosives. Oui, alors c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a toujours eu des disputes dans les familles. Non, mais bien sûr, mais ça vient pas d'un. Parfois, voilà. C'est des écoles de pensée américaines et tout ça. Là, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. D'accord. Alors justement, cette famille qui aurait l'air normale, mais qui déraille parfois, on pourrait dire une famille qui serait névrotique, mais pas psychotique. Ce serait un peu ça ? Alors, c'est une famille qui dysfonctionne, mais qui n'est pas pathologique. Oui. Voilà. Donc, effectivement, on peut parler de névrose... régulière. Névrose normale, on va dire, entre guillemets. Oui, on n'est pas dans le champ de la pathologie. Non, du tout. Et justement, c'est ça qui est encore plus embêtant, c'est que tout devrait aller bien et on se retrouve finalement avec des dysfonctionnements quand même qui mettent en souffrance, en tension, tout le monde. Donc, mais c'est ce qui est bien aussi, c'est que ça permet aussi de désamorcer
quand on commence à travailler correctement, on doit se rendre compte qu'il y a de l'explosivité dans la famille, on peut réellement venir travailler dessus et assez rapidement, il y a des résultats. Oui, et puis on va venir évidemment aux solutions. Alors, c'est une famille où vous dites qu'il peut y avoir beaucoup d'amour, donc ça n'a pas forcément à voir avec l'affection que se portent les différents membres de la famille, hein. C'est souvent le cas de toute façon, même dans les familles dysfonctionnelles pathologiques d'ailleurs. Tout à fait, beaucoup d'amour, de la vie, de la communication, des choses qui sont positives, des choses qui sont négatives, mais c'est le quotidien d'une famille en fait. Voilà, c'est vraiment des familles, et à la base, elles sont plutôt communicantes. Alors, avant de venir sur notre cœur de sujet, on va s'intéresser un peu à la systémie familiale et comment aussi cette approche a changé finalement la thérapie. Vous, c'est votre spécialité. Qu'est-ce que c'est, un peu pour éclairer nos auditrices et nos auditeurs, et en quoi c'est important de prendre tout ça en compte? Ok. La thérapie familiale, c'est vraiment l'ensemble de la famille qu'on va voir. C'est le système familial. On part du postulat qu'on ne peut pas avoir une personne dans son individualité et ne pas tenir compte en fait de tous les systèmes qui la constituent. Donc ça peut être un système familial, comme ça peut être aussi des croyances, une religion. Voilà. Donc ça, ce sont tous les systèmes qui vont englober la personne. Et même si on reçoit la personne individuellement, le questionnement sera toujours en circulaire. Voilà, qu'est-ce qui se passe autour de cette personne? Et donc, du coup, c'est une vision assez large et je dirais assez positive et flexible. Voilà, on n'est pas juste dans l'individu. Et donc, le champ des possibles est large. Comment ça fonctionne en fait? Il y a une sorte de... c'est vrai que Jung, par exemple, parlait de l'imago. L'imago, ça a à voir avec la systémie. Il y a vraiment cette idée que on rentre en résonance finalement les uns avec les autres. Oui, et du coup, comment dire, il y a une forme d'homéostasie qui se met en place avec un équilibre qui se met en place. Voilà, et c'est ce qui va tenir le système ensemble. À un moment donné, c'est ce qui va constituer le système familial, par exemple. Et vous dites d'ailleurs que cette homéostasie, elle peut être positive ou négative, en fait, parce qu'une homéostasie, c'est un équilibre, mais que ça peut être un équilibre qui, parfois, peut être aussi délétère. On y reviendra peut-être. Tout à fait. Alors, comment et pourquoi est-ce qu'on devient une famille explosive? Est-ce que c'est cyclique? Comment ça vient? Et qu'est-ce qui vous fait dire, à un moment donné, que là, on est dans un contexte de famille dysfonctionnelle explosive? Alors, généralement, quand moi je reçois les familles, on est plutôt dans une phase aiguë, je veux dire. Et là, ce sont vraiment des explosions, des crises qui se passent un peu dans le quotidien, avec des tensions, des frictions, on se parle mal, ça explose à des moments qui sont où on devrait être bien ensemble, des repas de famille, ou alors des heures de pointe, par exemple le matin, quand on part vite au travail. Voilà, il y a quelque chose qui va gripper les rouages de la machine, ou le soir, en revenant, quand on est vraiment dans le quotidien, la nourriture, les bains, les devoirs, et puis voilà, il n'y a pas un seul moment où ça se passe bien. Et là, c'est quand on voit en fait que les choses, ou quand la famille se rend compte réellement qu'il y a un souci. Mais en réalité, c'est quelque chose qui s'est insinué petit à petit dans les rapports au quotidien. Voilà, donc c'est vraiment là, les explosions sont un indicateur réellement, mais dans le quotidien, c'est vrai que la famille avait déjà commencé à avoir une mauvaise communication, à se parler pas tout à fait bien, avec des tons peut-être un peu trop vifs, des propos qui sont irréfléchis, un peu de moquerie, de sarcasme, et c'est réellement quand il y a à la faveur d'un déclencheur qui est externe ou interne. Donc externe, ça pourrait être un stress au travail, par exemple, ou interne, par exemple, l'adolescence d'un enfant, qui n'est pas toujours facile. Là, on se rend compte que la famille a vraiment commencé à déraper, quoi. Exactement. Enfin, en tout cas, ça a commencé à pu aller bien et ça s'est aggravé. Est-ce que on pourrait dire que toute famille est plus ou moins quand même dysfonctionnelle? Alors, on va dire que toute famille a ses failles et ses ressources. On va dire, il n'y a pas de famille parfaite. C'est ça. Mais c'est vrai que là, on se retrouve quand même avec un peu plus de négatif. Finalement, on ne voit plus le positif. Et c'est là où c'est très compliqué. Ça met en souffrance. Il y a beaucoup de culpabilité également de chacun des membres de la famille. Mais effectivement, chaque famille
c'est pour et c'est contre. En général, est-ce que le déclencheur, c'est un membre de la famille et donc il y a une consultation qui se fait parce qu'il y a un problème avec quelqu'un et là, vous détectez qu'en fait, c'est tout le système qui ne fonctionne pas? Oui, généralement, c'est ce qu'on appelle les patients désignés. Ce sont des personnes... Les patients désignés, c'est ça? Voilà, c'est ça. Des patients désignés qui ont matérialisé le problème d'une façon ou d'une autre. Alors, ça peut être, par exemple, un adolescent qui va faire des passages à l'acte à répétition ou un adolescent qui peut avoir une phobie scolaire à un moment donné, qui va développer certaines choses, certains symptômes qui vont alerter en fait sur le fait qu'il y a peut-être au niveau de la famille quelque chose qui se passe. Et effectivement, là sur ces familles explosives, on se rend compte que c'est pas que l'adolescent qui va mal. En fait, il est porteur du symptôme, mais quelque part c'est dans la famille que ça s'est instauré également. Voilà. Et donc c'est d'où l'intérêt de la systémie aussi à un moment donné, c'est de pouvoir recevoir les membres de la famille et pas juste de se dire voilà, c'est l'adolescent qu'on m'a amené, donc c'est l'adolescent que je devrais voir. C'est pas pour culpabiliser les parents non plus, c'est pas la faute des parents. Voilà, tout à fait. Mais on peut à la fois travailler sur le couple parental à un moment donné et travailler avec l'adolescent. Et voilà, ça c'est d'où l'intérêt de la systémie aussi. C'est vrai que souvent autour de moi ou voilà plus ou moins proche, j'entends des gens dire j'ai un enfant qui a un problème et on ne voit pas du tout les parents qui se remettent en cause. C'est-à-dire que c'est vraiment il y a un problème à résoudre, il est chez l'enfant et donc on va l'emmener en thérapie. Mais à aucun moment, je vois dans certains exemples autour de moi, plus ou moins proches, de personnes qui disent je fais partie du problème et donc de la solution. Oui. Et je ne veux pas culpabiliser non plus les parents, comme vous disiez à l'instant, l'idée c'est pas ça, mais de se rendre compte qu'il est porteur d'un symptôme, l'enfant est une forme de somatisation d'un dysfonctionnement plus large que lui qui le dépasse. Oui, ça arrive, effectivement, ça arrive. Je dirais que c'est quand même rare, je trouve, parce que vraiment quand les parents amènent l'enfant, la plupart du temps, il y a une réelle souffrance de l'enfant et des parents, une impuissance en fait par rapport à ce qui se passe. On sent que cette démarche déjà d'amener l'enfant est déjà thérapeutique en soi. Je dirais pour 90% des familles que je reçois. Oui, donc ils ont conscience qu'ils font partie du problème. Oui, alors après parfois c'est à l'inverse. Parfois ils sont tellement culpabilisés qu'il faut les rassurer sur le fait que ce sont quand même des bons parents et que la démarche elle est bonne et que c'est intelligent comme démarche et qu'on peut pas être tout en tant que parent. Voilà, on peut pas être le thérapeute, celui qui va accompagner, éduquer, protéger, rassurer. Enfin voilà, c'est trop. C'est ça. À quel moment est-ce qu'on se dit, là, c'est dysfonctionnel et c'est bien de consulter? Parce qu'on imagine que dans toutes les familles, ça crie, il y a des ados ou pas, ça claque les portes, il y a les crises de croissance, tout ça, il y a un peu cyclique et on peut se dire aussi que c'est de la vie et que finalement, c'est pas si grave que ça. Je pense que quand ça devient quotidien récurrent, en fait, et que le climat à la maison est très tendu, électrique, et qu'il y a pas grand-chose que, même quand bien même les familles essaient de faire quelque chose, elles n'y arrivent pas. Et c'est là où on se dit, il y a peut-être un dysfonctionnement qui n'est pas... qui a à réfléchir, qui a à penser, qui a des choses à mettre en place par rapport à ça. Vous dites que souvent, ça peut venir aussi des problèmes de couple, des tensions de couple qui se répercutent et que c'est intéressant de faire sa propre introspection en tant que couple parental. Oui, parce que généralement, ce qu'on voit, c'est que c'est au niveau du sous-système parental que ça commence un peu cette mauvaise communication, cette agressivité verbale qui se met en place. Et bien entendu, un peu par mimétisme, les enfants vont le faire aussi. Donc c'est vrai que à la base, il y a quand même une prise de conscience qui doit se faire au niveau du couple et c'est aussi mon rôle de leur indiquer il y a quelque chose à soigner au niveau de cette communication. Oui, c'est ça. Vous dites que les familles explosives se trouvent renfermées dans un cycle vicieux de 4 phases. Alors comment est-ce qu'elles se dessinent justement, qu'on puisse voir si on peut être à titre individuel, on peut embarquer là-dedans ou pas? Alors, c'est ce que j'ai observé en tout cas. Je me suis basée sur un modèle qui existe déjà, c'est les violences conjugales, mais c'est pas du tout la même chose. Mais quand même, ça répond à une sorte de pattern en fait. Et c'est ce que j'ai pu observer. Et c'est là où on se dit, les familles, elles viennent pas, ou elles n'ont pas tout à fait le déclic aussi, parce que c'est pas
tout le temps en tension. C'est vrai que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de c'est la récurrence, voilà. Mais il y a quand même des moments d'accalmie, et c'est un peu comme des montagnes russes en fait. Et c'est ce que je me suis dit, il y a vraiment un pattern, et c'est ce qui fait aussi que c'est difficile pour les familles de faire quelque chose, parce que quand ça pète en fait, ça redescend, et quand ça redescend, voilà, on passe à autre chose, et puis on attend, et puis on soigne pas trop la communication. Et puis après, ça vrille encore. Et effectivement, il y a 4 étapes. Donc, première étape, c'est vraiment ce climat de tension qui est très présent, vraiment de l'électricité dans l'air, de l'orage. Voilà, on a peur en fait que ça éclate. La deuxième phase, c'est la phase où en fait il y a l'explosion en soi. Donc là, ça crie, voilà, ça crie, et puis ça peut prendre des proportions. C'est vraiment, ça contamine parfois. Ça part d'une personne, et puis d'un seul coup, il n'y a plus personne à table, quoi. Tout le monde est en train de bouder dans son coin, ou d'avoir claqué les portes, ou voilà. Et donc ça, c'est l'explosion. Il y a la phase de justification, et je dis bien justification parce que c'est pas d'excuse. Il y a vraiment une différence par rapport à ça, c'est que la personne qui a explosé va se justifier. J'ai une mauvaise journée au travail, ou ça s'est mal passé avec les copines, mais c'est pas une excuse en soi. Et après, il y a la phase un peu lune de miel, de réconciliation, où là, ils sont tellement contents quand l'orage est passé qu'on a tendance à balayer tout sous le tapis, et c'est là où c'est pas bon, en fait. On se retrouve avec vraiment un pattern qui se répète. Voilà. Et parce que on n'est pas venu au bon moment. Il y a plusieurs moments, on verra plus tard, mais justement pour réparer un peu le système, et pour soigner un peu tout ça, quoi. C'est ça. Oui, effectivement, on y reviendra. Les moments clés où on se dit c'est l'accalmie, mais vous pouvez y aller maintenant si vous voulez. C'est vrai que on se dit c'est le moment où il y a les accalmies, où on s'est réconcilié, où ça va mieux. Ce serait le bon moment pour aller regarder ce qui va pas. Oui, tout à fait. Ou d'en reparler, en fait. Alors que là, c'est plutôt quand ça va pas, on balaye sous le tapis, on passe à autre chose, et puis surtout on n'en parle pas, ou pas bien. Et là, l'idée, ça serait, effectivement, quand il y a des phases où c'est calme, de pouvoir en rediscuter pour que, justement, ça se reproduise plus. Ou alors, moins, on va pas enlever les disputes, ça fait partie de la vie, on est bien d'accord, mais que ça soit moins fort, moins violent, moins difficile à entendre, moins culpabilisant. Moins systématique. Ouais, c'est ça. Et c'est là où on revient sur ce qu'on disait au début, sur les fameuses failles du système homéostatique, c'est-à-dire que là, on se dit tout va bien, c'est revenu normal, donc on va pas creuser, quoi. Oui, tout à fait. On va pas creuser, on va laisser tel quel, et puis ça ira mieux. C'est un peu ça qui se passe dans la tête des gens. Ça va aller mieux, donc voilà. Demain est un autre jour, et puis finalement, on se rend compte que demain, le lendemain, c'est pas top non plus, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, dans votre livre, vous donnez plein de cas cliniques. Et là, par exemple, vous donnez le cas de Juliette, qui est la patiente désignée, la fameuse. Alors, qu'est-ce qui se passe dans son cas ? Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet exemple-là. Alors, rappelez-moi juste rapidement. Elle a développé, en fait, un trouble qui légitime sa présence continue. La phobie scolaire. Ouais, c'est ça, phobie scolaire, en fait. Oui. Elle ne veut plus aller à l'école. Oui, alors elle, c'était parce que, si je me souviens bien, toute la famille était en tension, beaucoup d'explosivité. Et sa phobie scolaire est une façon détournée, inconsciente aussi, de rester à la maison et de valider le fait qu'elle était là pour tenir le système. Voilà, qu'elle était à l'affût de ce qui se passait. Elle venait faire tampon parfois sur... je pense que je parle aussi du fait qu'elle était aussi l'enfant thérapeute dans le couple, parce que elle venait tout colmater, et à tel point que c'est devenu une phobie scolaire, de l'anxiété. Voilà. Donc c'est vrai que dans la première chose, là je ne l'avais pas marqué dans le livre, mais la première chose qu'il a fallu faire avec cet enfant, c'est la remettre à sa place d'enfant. Voilà, c'est pas à toi de gérer certaines choses qui se passent dans la famille. De remettre des limites, des frontières. Ce qui est pas toujours évident avec les enfants qui ont tendance à endosser des rôles comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme type d'attitude qui pourrait mettre la puce à l'oreille sur un enfant qui typiquement est en train de jouer un rôle tampon ? On va avoir des enfants arbitres également qui vont peut-être être
un peu plus instrumentalisé par les parents. Bon, là, ça va créer des conflits de loyauté. On va avoir des enfants qui vont... Ils vont prendre parti, c'est ça, par exemple, pour plus un des parents? Oui, ou le parent va demander, ah mais tiens, est-ce que papa a crié ou maman a crié ou voilà. Donc après, on va avoir des enfants qui vont protéger la fratrie ou des enfants qui sont parentalisés, tout simplement. Là, pour le coup, ça va tellement mal avec les parents qu'ils sont un peu obligés de gérer les frères et sœurs, de se gérer eux-mêmes. Voilà, donc on se retrouve des glissements de rôles, de fonctions qui peuvent se résoudre très facilement, hein, mais ça peut s'ancrer. C'est ça qui est compliqué avec l'explosivité, parce que ça part de familles normales qui dysfonctionnent, mais si rien n'est fait, ça peut s'aggraver. Oui, bien sûr. Alors, on n'a pas parlé de nos héritages familiaux et du transgénérationnel. Comment ça influe sur notre manière de communiquer, justement, au sein de la famille? Ce sont un peu des référentiels d'apprentissage qu'on a eus et qui se répètent parfois. Alors, c'est vrai qu'on a des personnes qui vont dire « Ah, mais oui, mais moi, ma mère, elle criait comme ça ». Ou il y a des mythes fondateurs dans la famille, du genre si ça crie pas, ça ne vit pas. Et voilà, ce sont toutes ces choses qu'on transporte avec nous, dont on a conscience ou pas. Parfois, justement, soit c'est de la répétition, ou soit c'est vraiment l'inverse. On a des parents qui vont prendre tellement conscience de comment ça a été auparavant qu'ils vont pas le faire. Bon, là, c'est pas le cas dans l'explosivité. C'est justement, on a quelque chose de l'ordre de la répétition qui arrive. Mais après, cette explosivité, c'est pas forcément, ça peut être aussi dans les silences qu'on peut être, dans l'agressivité. Type un peu ce qu'on appelle un peu les passifs agressifs? Oui, tout à fait. C'est quoi exactement d'ailleurs ce type de profil? Ça peut être des regards, ça peut être des silences qui sont assez glaçants ou qui veulent dire tellement de choses que finalement c'est de l'agressivité à un moment donné. Voilà. Bon, c'est moins le cas ici, on est plus dans quelque chose d'extraverti, mais ça peut faire partie également de tout ça. C'est ça. Alors vous parlez aussi, alors ça se base aussi sur des études, notamment en Argentine, qui ont beaucoup étudié le transgénérationnel sur ces aspects-là. Oui, alors qu'est-ce que j'avais mis par rapport à ça? Attendez, j'ai plus en tête. Non, mais vous disiez que ces 3 générations de relations circulaires sont importantes pour comprendre les relations intrafamiliales. Oui, tout à donc ça, fait. je trouvais ça vraiment intéressant, le fait qu'on remonte sur 3 générations. Oui, pour comprendre ce qui se passe là. La systémie. Voilà, et c'est ce que je disais aussi à la fin. C'est intéressant, mais ça ferait beaucoup de monde en consultation si on avait toutes les générations. Oui, puis parfois on n'a pas l'info. Voilà. Mais soit parce que les gens sont morts, soit parce que, dans le cas d'enfants adoptés, par exemple, etc. Mais c'est très intéressant parce que ce travail-là, avec les familles de systémie, alors c'est vraiment une sensibilisation à la systémie, parce que réellement ça se fait dans un dispositif qui est différent. Normalement, il faut être 2, c'est très tradit. Mais donc c'est vraiment une vision, je dirais. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que on ne regarde pas juste. Il y a l'histoire, il y a les mythes de la famille, comment les personnes se seront rencontrées, qu'est-ce qui a été créé à ce niveau-là, qu'est-ce qu'elles ont transporté par rapport à leurs propres histoires qui se retrouvent dans la famille actuelle. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est de voir comment, en fait, on confronte nos systèmes de croyances. Conscients et inconscients, c'est-à-dire qu'on arrive en tant que 2 individus, un père et une mère potentiels, et puis on se retrouve effectivement avec cette fameuse carte du monde dont vous parlez. Il y a un psychiatre, psychothérapeute dont vous parlez, je ne sais pas comment on prononce. Moni El-Kaïm. Oui, Moni El-Kaïm, c'est ça, qui parle de cette construction du monde commun, où chacun arrive avec sa carte, et à un moment donné, il faut construire quelque chose, un terreau commun. Oui, il faut être complémentaire, en tout cas sur certaines choses, sinon ça devient très compliqué. Et effectivement, là, je prenais l'exemple de couples mixtes. Oui. Bon, je suis eurasienne, donc ça me parle. Oui. Voilà. Mais effectivement, si il y a par exemple sur l'éducation des enfants, si je prends la culture chinoise, c'est une façon très différente de la culture européenne. Donc, si les parents n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente par rapport à ça, on se retrouve vraiment avec des décalages énormes. Et l'enfant est perdu. Ou alors, l'enfant joue. Oui. Voilà. Et ça, c'est vrai que quand on est un peu tout feu, tout flamme dans un couple au départ, on ne le voit pas forcément. Exactement. Oui. Exactement. Donc ça, c'est juste une dimension parmi tant d'autres dans ces cartes du monde, et le fait de les rendre complémentaires aussi. C'est ça.
C'est bien de le poser, ça, dès le départ, ou peut-être même dès le début du couple, pourquoi pas, de faire des petits stages ou de la thérapie, ou je sais pas, comment est-ce qu'on pourrait faire. Avant, autrefois, quand les gens se mariaient, il y avait la préparation au mariage qui était plus ou moins obligatoire. Alors, est-ce que ça permettait de dévoiler un peu ces choses-là? Je sais pas, mais aujourd'hui, il n'y a plus vraiment ça. Ça serait formidable. Oui. Mais je pense que ça ne devrait même pas être quelque chose qui se fait au départ, c'est quelque chose qui évolue, en fait. Parce qu'un couple évolue, une famille évolue. Et ça, je pense que c'est aussi la beauté du comportement humain et des familles, en fait. Hein. Oui, vous avez raison. Oui. C'est cette métamorphose, c'est le fait que c'est tout le temps en évolution. Et je pense qu'effectivement, un accompagnement... alors les gens voient l'accompagnement psychologique ou thérapeutique comme étant quelque chose, vous disiez plutôt religieux vous, au départ, mais oui, effectivement, ça peut être une ouverture, en tout cas, il y a un lieu de réflexion qui n'est pas forcément parce qu'on a des problèmes aussi, mais bon. C'est ça, un lieu d'ouverture où on construit ce territoire. Exactement, et où il y a une tierce personne qui va renvoyer quelque chose, le thérapeute. C'est ça. Voilà, ou le prêtre, je pense. Oui. Non, mais parce que je parlais de la préparation au mariage qui autrefois était surtout religieux. Alors, vous posez cette question, c'est vrai qu'il peut sembler un peu délicate, qu'il y a une baisse aujourd'hui, et tant mieux, des punitions corporelles. Oui. Avec l'interdiction, notamment à l'Assemblée nationale, de la fessée, en France en tout cas, et dans d'autres pays aussi, j'imagine. Mais du coup, ces violences qui étaient corporelles, est-ce qu'elles se sont pas un peu déplacées sur les violences verbales, la manipulation, etc. Vous posez quand même cette question. Je me pose la question, la corrélation n'est pas évidente, c'est ce que je mets, mais effectivement, on peut se dire à un moment donné, est-ce que le modèle éducatif des parents n'a pas, et tant mieux, il faut arrêter les punitions corporelles, mais en revanche, est-ce que ça n'a pas généré plus de cris, plus de réactions, parce qu'il y a un manque d'autorité. L'autorité se fait différemment. Voilà. Donc oui, je le questionne. Après, c'est à remettre en question. Voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant, je trouve, de se poser effectivement la question. Oui. Alors, si on reprend les 4 phases que vous avez décrites tout à l'heure, avec les outils que vous proposez pour améliorer une situation, qu'on passe peut-être à des cas concrets. Dans la première phase, qui est la phase hyper tendue, vous disiez, on sent qu'il y a de l'orage dans l'air, il faut limite même pas s'adresser la parole, parce qu'on sait que tout de suite ça va exploser avant de tomber dans la crise. Qu'est-ce qu'on peut se faire à ce moment-là? Alors là, vous proposez tout un tas d'outils, mais un exemple peut-être concret, vous proposez la communication non violente, les lettres et les petits mots, des bulles de bien-être. Donnez-nous quelques astuces concrètes. Alors, ce que j'adore, j'adore, parfait. Je le travaille souvent avec les familles, ça a l'air tellement simple, mais c'est tellement efficace, ce sont les contrats familiaux. Et ça, c'est formidable. Enfin, c'est un tableau sur la semaine, qui se fait sur la semaine, où la famille va mettre deux règles par personne, pas plus. Et elle doit tenir, en fait, ce tableau sur la semaine. C'est un système à points. Et à la fin de la semaine, la famille va comptabiliser les points et voir si elle peut gagner une récompense. Mais l'idée de tout ça, c'est que ça fait réfléchir la famille sur ces moments où il y a des départs de foyer explosifs, et justement, qu'est-ce qui peut être fait par rapport à chaque personne au sein de la famille à ce niveau-là. Par exemple, là je mets, si maman dit des gros mots, qu'elle a plutôt tendance à verbaliser comme ça, et que ça fait mal, bien entendu. Les injures, les insultes, c'est très difficile. Les gros mots envers les enfants. Oui, les enfants, ou juste comme ça, dans le quotidien. Ou juste des injures, en fait, quand c'est à longueur de journée, contre le frigo, le verre qui se casse, enfin, il y a mille... Voilà, ça c'est peut-être quelque chose sur lequel maman va devoir travailler. Si par exemple, je sais pas moi, papa continue à travailler tard le soir, et que ça crée des tensions, voilà. Ça, c'est quelque chose qui doit être mis en place. Et en fait, l'idée, c'est que chaque soir, la famille se réunit. Ça prend pas plus de 2-3 minutes. Et voilà. Et on comptabilise les points. Et puis, ça permet de voir. Si c'est bien fait, on met le point. Si la personne n'a pas juré, par exemple, de la journée. Voilà. Et en fait, ça a le grand mérite de créer une cohésion. Voilà, au niveau de la famille, de réflexion également, de partage, mais aussi ça permet de plus être dans un bras de fer. Parce que les règles sont préétablies, ça fait partie d'un nouveau cadre, et
quel que soit le sous-système, que ce soit parental ou fratrie, finalement, on ne peut pas le contester parce que c'est ce qui a été mis en place auparavant. Donc, même les enfants sont vraiment agréablement dans cette dynamique. Oui. Et j'ai vu, vraiment, ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Il ne faut pas trop en abuser. Les bonnes choses... On le fait sur combien de temps à peu près ? 2 semaines. 2 semaines, d'accord, pour commencer. C'est pour vraiment désamorcer. Oui, d'accord. Alors, chacun, j'imagine, choisit ses 2 défis de la semaine. Oui. C'est pas les autres qui choisissent pour vous. Alors si, ça se discute en famille. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est parce que les enfants vont dire vont peut-être dire que maman, maman, si ça se trouve, elle s'en rend pas compte à quel point c'est compliqué pour les autres quand il y a des injures, parce que elle va tout de suite s'excuser, mais le mal est fait quelque part. Oui. Voilà, donc ça, c'est peut-être les choses que les enfants vont mettre en place, et c'est ça aussi qui crée beaucoup de participation, et ça responsabilise tout le monde en fait. Oui. Et surtout les enfants, ils adorent quoi. Ils donnent des instructions à papa, maman, quoi. Donc, et puis après, j'imagine, ça dépend de l'âge des enfants. C'est vrai que s'ils sont des ados un peu plus grands ou des petits, ça marche. C'est pas tout. Je dirais que le jeu ne prend pas la même tournure, même si ça fonctionne dans les 2 cas, j'imagine. Ouais. Donc ça fait partie d'un outil qui est très puissant. Je continue sur les Oui, autres. je veux bien d'autres. Je veux bien d'autres. On veut des solutions, nous. Maintenant qu'on a posé le constat. Après, c'est ce que je disais, c'est vraiment dans cette communication qu'il faut soigner. Il faut faire hyper attention à la communication, parce que c'est là où ça cloche en fait, c'est là où il y a ça va pas. Donc c'est vrai que la communication non violente, et c'est un apprentissage, qui se fait assez facilement. Il faut juste comprendre que ça se fait en 4 étapes. Observer sans juger, exprimer ses sentiments, exprimer ses besoins et formuler une demande claire. Oui. Quand on a compris ça, ça permet de s'exprimer et de dire les choses, ses besoins, ses envies, et de les formuler clairement en fait. C'est ça. Et de pas même si on est dans une proximité, on a l'impression qu'on connaît tellement bien son conjoint, sa conjointe, ses enfants, on n'est pas dans leur tête, ils sont pas dans la nôtre. Oui. Et donc... En CNV, en communication non violente, c'est bien donc je rappelle que ça a été initié par Marshall Rosenberg aux États-Unis, et c'est bien un peu de se former, ou vous formez les parents, vous leur expliquez simplement le principe, comment vous faites ? Qu'est-ce que vous conseillez ? Alors, écoute, moi, je leur explique aux parents, aux enfants également, comment ça fonctionne. On le fait un peu tous ensemble, et après, effectivement, comme vous disiez, il y a plein de livres qui ont été faits sur la communication non violente. Après, je leur donne des outils, éventuellement, s'ils veulent continuer à voir un peu plus ce qui a été fait auparavant. Oui. Tout à fait. Alors, passons à la phase 2. Comment désamorcer cette fois-ci une explosion qui s'annonce inévitable ou qui est déjà là ? Vous parlez de respiration, notamment, d'humour aussi, qui sont des armes simples. Alors, l'humour, si ça ne devient pas quelque chose de sarcastique ou si c'est pas retourné contre la personne, on est bien d'accord. Oui, bien entendu. Voilà. Alors voilà, vous donnez des exemples, la boîte de chocolat, surprendre l'autre, stop, partir, surtout à ce moment-là. Oui, s'isoler, surtout en fait, l'idée, c'est que ça explose. Ça arrive, c'est comme ça. Comme je disais tout à l'heure, on va pas enlever les disputes dans la vie, ça fait partie de la vie, mais en revanche, ces disputes-là, il faut quand même qu'on travaille dessus. Et donc, du coup, oui, effectivement, quand ça explose, stop, on va pas escalader, on va pas... allez vous isoler. Les enfants aussi, il faut leur apprendre à s'isoler et à leur donner des moyens pour qu'ils puissent... C'est facile de dire à un enfant, arrête, ça suffit, tais-toi. Non, c'est pas... L'enfant a besoin d'outils, a besoin de se connaître un peu mieux aussi, et c'est un peu mon rôle en tant que thérapeute, mais aussi les parents peuvent aussi avoir cette démarche. Si ce sont des enfants qui sont plutôt extravertis, peut-être qu'ils ont besoin d'un coussin dans lequel ils vont taper, ou d'aller crier dans un endroit. Si ce sont des enfants qui sont plutôt calmes, introvertis, peut-être que un temps seul, un temps de lecture, un temps peut-être apprendre à faire de la respiration, toutes ces petites choses, finalement, tous ces petits outils qui vont permettre de gérer un peu mieux cette explosion. Et effectivement, pour les adultes, je disais la boîte de chocolat, mais ça peut être mal pris si c'est pas fait préétabli à l'avance, en fait. Donc, on est là pour désamorcer avec de l'humour et tout ça, mais quand même, ça a été préparé à l'avance. Oui, on en a parlé. On anticipe. Voilà. C'est important aussi de comprendre ce qui nous déclenche. Oui.
ce qui nous déclenche émotionnellement. Oui, de faire cette introspection. Oui, tout à fait. Est-ce que ça va être dans une journée? Est-ce qu'il y a des moments? Est-ce que ce sont des paroles en particulier? Est-ce que c'est un comportement, un regard? Oui, tout à fait. Cette introspection, elle est vitale, mais elle se fait assez naturellement à partir du moment où les familles prennent conscience qu'il y a des choses qui ont besoin de changer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je dirais à 90-15%, ça se fait naturellement, en fait. Je me demandais une remise en question. Oui, il y a une remise en question. Est-ce qu'il y a des sujets qui reviennent de manière un peu récurrente? C'est-à-dire qu'effectivement, en ce moment, on sait que les jeunes, les ados, ils sont beaucoup sur leur téléphone, les parents aussi, qui ne montrent pas le bon exemple non plus. Est-ce que ce sont des sujets de dispute, ça, typiquement? Est-ce que vous voyez comme ça des grands thèmes qui surgissent ou ça peut être tout et n'importe quoi? Alors, je vous dirais, oui, effectivement, il y a des grands thèmes et il y a du tout et n'importe quoi. Oui, c'est ça. Alors, peut-être dans les grands thèmes, comme ça. Dans les grands thèmes, effectivement, on a tout ce qui est les écrans. Alors, on a des glissements, en fait. Il y a des règles qui sont établies et c'est là où c'est difficile. C'est quand ça commence à glisser les règles et que là, on est dans un rapport de force avec ces écrans. Après, il y a effectivement le travail, une mauvaise journée à l'école, les notes, les copines. Voilà, ça, c'est à peu près les grands thèmes. Les sorties. Oui, les problèmes familiaux, la famille élargie. Après, quand je disais, il y a vraiment des petites choses. Ça, c'est un peu le propre de l'explosivité. C'est qu'à un moment donné, même un verre qui se casse, qui tombe par terre, peut déclencher un truc incroyable, quoi. Par exemple, le mari va faire tomber le verre, la femme va dire « Ah, mais tu peux pas faire attention, tu fais jamais attention aux choses. » Et puis là, il y a l'enfant qui passait, j'en sais rien. Enfin, voilà, c'est un peu la famille qui explose. Il y en a un autre enfant qui va partir, l'autre enfant qui va dire « Ah, mais tu cries tout le temps sur papa. » Enfin, vous voyez, hop. Ça y est, c'est parti. C'est parti. Alors cette troisième phase, la fameuse où on est celle où on justifie ce qui vient de passer, comment faire pour se libérer de la culpabilité, réussir à renouer avec les personnes avec qui la dispute a eu lieu? Alors, c'est s'excuser. Ouais. Voilà, c'est s'excuser correctement. C'est pas se justifier. Pas être dans le déni. Ouais, pas être dans le déni, pas être dans faut pas minimiser les choses. Par exemple, se dire c'est pas grave, c'est rien, ou ça se passe comme ça dans notre famille. Là, on est dans la banalisation. Donc, ou reporter sur l'extérieur. Oui, exactement. Transfert de responsabilité, c'est la faute de l'autre. Voilà, c'est le travail, c'est pas moi. Vous voyez, alors là, non. Oui, c'est ça. C'est pas vrai. On prend sa responsabilité. Et enfin, dans la phase 4, alors quand ça s'est apaisé, qu'on se réconcilie, c'est là où on a envie de mettre, comme on disait tout à l'heure, sous le tapis, tout ça, tout va bien, on n'y pense plus, la crise est passée. Là, on profite de l'accalmie et là, vous préconisez de se servir de ce moment pour reconsolider les liens familiaux. Pour rediscuter, ne serait-ce que de rediscuter de ce qui s'est passé. Alors, si c'est encore trop... si c'est encore pas possible, éventuellement de trouver des activités qui ressoudent, qui refont ciment. Pour la famille, mais ça peut être pas grand-chose en fait. Une petite activité familiale, ça peut être. Alors, ce que j'aime beaucoup moi et que j'ai transmis en exercice, c'est la douche positive. Ça a l'air tellement simple, mais c'est tellement efficace. C'est tout simplement de demander à chaque membre de la famille de dire des choses positives, mais sans rajouter quoi que ce soit. On ne peut pas dire mais c'est aux membres de la famille. En fait, on a parfois, comme je le vois physiquement au cabinet, on voit les gens qui se dégonflent, la pression retombe, et là, on les voit se transformer, se métamorphoser. Oui, c'est le terme. Ouais. C'est vrai qu'on aime beaucoup faire ça dans ma famille, notamment à Noël, et je trouve que c'est un beau moment de gratitude dans les fêtes de famille, ou pas pour certaines personnes pour le faire, et puis on apprend aussi des choses sur soi dans le regard de l'autre. Exactement. Alors à partir du moment où ça fiche pas, où ça colle pas des étiquettes qui semblent un peu après comme des sparadraps qui sont plus que des étiquettes, mais des trucs qui vous collent à la peau toute votre vie. Mais c'est vrai que ça peut être sympa d'entendre des choses comme ça, agréables. Ah oui, c'est formidable. On l'a fait avec ma famille. Alors, qu'est-ce qui est ressorti sur moi qui m'avait étonnée? Elle m'a dit, mais maman, elle est tout le temps en train de jouer. Bon, moi, je ne me voyais pas du tout comme ça. Ah oui. Mais moi, il m'avait dit, elle a un bon humour. Et c'est marrant parce que je ne me voyais pas comme quelqu'un qui avait un bon humour.
pareil, comme vous, j'étais surprise, alors que j'étais déjà adulte et j'avais déjà fait un travail d'introspection, je me connais assez bien, j'ai l'impression. Et ben, comme quoi, en fait, pas tant que ça. Oui, c'est... c'est un très bel exercice. On approche de la fin de ce podcast. Quel dernier conseil vous avez envie de nous donner pour faire notre vie de famille vraiment cet espace ressourçant, bienveillant? C'est vrai qu'on a envie que la famille soit un lieu source et ressource. Écoutez, moi, j'ai une vision 100% positive de la famille. Ouais. Je me dis, quand c'est pas pathologique, hein, bien entendu, je me dis que chaque de famille... violence extrême, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait... des abus, etc. Oui, voilà. bien sûr. Donc là, on tombe dans la pathologie. Oui. Mais en tout cas, pour ces familles-là où il y a de l'explosivité, il faut être hyper positif. Voilà. Ce qui s'est tricoté dans l'explosivité peut être détricoté et assez facilement, finalement. Et assez rapidement, on peut avoir des beaux résultats et redevenir une famille saine, aimante, communicante. Voilà, vous voyez de beaux résultats dans votre cabinet de familles qui sont passés entre vos mains là, et qui repartent. Surtout au niveau des enfants et des adolescents, parce que c'est vrai que c'est le cœur de ma pratique. Donc, moi, ça me fait tellement... c'est tellement beau de les voir grandir, en fait. Mais même si je les vois peu, mais on voit les gens se métamorphoser, changer, en tout cas. En tout cas, c'est le début de quelque chose d'autre. Voilà. Moi, je les vois repartir avec des bagages qu'ils avaient déjà, en fait, mais qu'ils ne les voyaient plus. C'est ça. Ils avaient tous les outils en main, toutes les ressources. Il fallait juste les mettre au bon moment. Bravo pour ça et merci aussi de faire votre métier. C'est vrai que vous le dites, c'est gratifiant pour vous quand vous voyez ces familles qui repartent et merci de nous partager tout ça à travers votre livre. Je vous dis, on a eu un véritable coup de cœur à la rédaction de Métamorphose, je ne le dis pas souvent. Merci Liane d'Alexandrie. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Les familles explosives aux éditions Payot, qui est disponible depuis le mois d'avril. Alors à avoir dans toutes les familles, explosives ou pas d'ailleurs, parce que je trouve que même si on n'est pas si explosif que ça donne des choses au quotidien. Là, les pratiques que vous venez de partager, c'est aussi des choses sympas à faire, même quand ça va pas si mal. Oui, tout à fait. Ce sont des bons rituels, des petits réflexes à garder. Exactement. Merci. Merci à vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol, ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.